Welcome back, everyone. I hope you had a good break, a good lunch break, that you are now full of energy for the afternoon and that you took the opportunity to network with the other participants in the networking lounge. Let me quickly share my screen to show you the schedule of the afternoon because we have an afternoon packed with important topics. Completely different rhythm, shorter presentations to the point, and let's immediately start with our first speaker of the afternoon, Mr. Jean Dédier. I will introduce in English, but afterwards we will switch to French for the presentation itself. So after a career as a business leader in new technology sector, Jean has embarked on the path of digital inclusion and innovation. He's the founder of Emmaüs Connect and We Tech Care, and We Tech Care will be the topic today. So those are two social innovation projects that try to open up the benefits of digital technology to as many people as possible. That will be one of the big topics of his talk. It's inclusion. So his goal is really to involve the business world, the political world, the civil society in projects of public interest, in the service of the most disadvantaged, and you will understand why. So Jean heads We Take Care France and Belgium, both of which aim to improve the support capacity of frontline players who are in contact with audiences far from digital. So if you have questions, you don't hesitate to ask them in the chat in English, and I'll raise the question, and Jean will also answer in English, but the presentation will be in French. Jean, bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre. Je vous laisse démarrer et c'est moi qui vais passer vos slides aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction, Olivier. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler d'inclusion numérique avec une association qui a maintenant 6 ans d'existence, qui est effectivement en France, en Belgique et je l'espère en Suisse début 2022 et qui s'est donné comme mission de faire du numérique une opportunité pour tous. Peut-être, alors du coup, si Olivier, tu veux bien passer, peut-être un petit propos introductif sur ce qu'est l'inclusion numérique. Donc, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. On a des usages numériques, on va dire, au quotidien depuis 25 ou 30 ans. Et d'ailleurs, il y a eu des premiers programmes en France en particulier de soutien ou d'accompagnement des citoyens français dans l'usage de ce qu'on appelait le PC à l'époque. Néanmoins, on a laissé se creuser une fracture numérique et surtout, je pense que c'est un sujet qu'on a très peu étudié ou regardé avec comme probablement analyse que tout ça allait se résoudre avec le temps très vite et que tout le monde serait autonome et que l'inclusion numérique, dans le fond, ne serait un sujet que très à la marge et qu'on pourrait et qui ne deviendrait pas impacter quelque part les ambitions de déploiement qu'on voit aujourd'hui de services numériques pour tout ce qui est les services essentiels du quotidien, sa banque, se déplacer, se soigner, etc. Et puis évidemment aussi des services publics. Donc les équations à résoudre et les publics concernés. Donc il y a 2 grandes natures de publics qui sont touchées. Première nature de public, c'est les publics seniors, bien entendu, ceux qui n'ont pas connu le numérique dans leur parcours professionnel et encore moins dans leur parcours universitaire. Et puis les publics précaires qui se caractérisent comme étant souvent les moins diplômés, c'est-à-dire qui ont des cursus scolaires extrêmement courts, des vies professionnelles difficiles et souvent courtes ou hachées, et qui, par-dessus tout, ont des problématiques budgétaires, c'est-à-dire que les quelques dizaines d'euros qu'il faut pour être correctement équipé, avoir un smartphone, une box, enfin quelque part des outils personnels, en fait, c'est pour les plus fragiles budgétairement de nos concitoyens, ça reste quelque chose de très difficile et on voit parmi les populations les plus fragiles socialement des gens qui n'ont pas les moyens tout simplement de suivre ces innovations numériques et comme ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas d'usage et du coup ils n'ont pas d'autonomie, ils se retrouvent dans une situation difficile. Voilà, c'est évidemment on va retrouver aussi les publics en situation de handicap lourd. Voilà. Et puis après, au gré des vies professionnelles des uns et des autres, on va se rendre compte que les publics fragiles, socialement, d'ailleurs qu'ils soient vieux
ou en tout cas plus âgés ou plus jeunes, peuvent aussi avoir des difficultés. Et dans les équations à résoudre, en général, on les caractérise de 3 façons. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des gens qui sont proches du numérique et qui ont besoin de coups de pouce, des gens éloignés du numérique qui ont besoin du coup de formation, et notamment dans l'acquisition des compétences numériques de base, et puis vous avez ces exclus du numérique. Je reviens très rapidement sur ces 3 équations. La première, c'est le coup de pouce. Donc, c'est des gens, en fait, souvent qui sont équipés, qui ont des services, mais qui restent, on va dire, moyennement à l'aise dans les usages numériques, et surtout qui ne sont pas forcément à la page de tout ce qui se passe, et notamment des informations, voilà, que les gens qui pratiquent régulièrement le numérique, ou qui sont, on va dire, les plus diplômés ou les plus à l'aise dans leur vie professionnelle, ont l'habitude on va dire, de travailler en autonomie sur le numérique. Là, on va se rendre compte que pour accéder à un certain nombre de services, et notamment des services qui vont peser lourd, en tout cas qui sont structurants sur la vie des personnes. Voilà, en France, par exemple, l'inscription au service de l'emploi pour toucher son allocation se fait exclusivement en ligne. Voilà, il y a un certain nombre de services bancaires aussi qui s'opèrent aujourd'hui très facilement en ligne. Voilà, ils ont besoin que l'opérateur, dans le fond, fasse un effort complémentaire pour eux, de telle sorte qu'ils aient un temps de facilitation du service. Voilà. Donc tout ça est en train de s'organiser, ça va toucher tous les services essentiels, ça va évidemment toucher les services de l'État. Et ce qu'on appelle coup de pouce, en général, c'est entre 1 minute et 1 heure. Et c'est ce qui permet à la personne de gagner son autonomie rapidement, mais surtout de faire de la réassurance sur l'usage d'un service. Voilà, c'est une équation qui reste totalement à résoudre, même si les opérateurs de services essentiels et l'État se lancent dans des projets d'inclusion numérique. On peut penser que tout cela peut se résoudre dans les années qui viennent, mais ça reste encore quelque chose qui reste à structurer, même si l'ensemble des acteurs des services essentiels et des services publics se lancent aujourd'hui dans le programme d'inclusion numérique. Deuxième équation, c'est donc les publics qui ont défaut de compétences numériques de base. Voilà, en résumé, c'est très souvent des gens en fragilité sociale, ou aussi des publics migrants ou issus de l'immigration. Voilà. Et là, on est sur une équation qui est plus compliquée, parce que qui dit formation, dit développement de contenu de formation, dit formateur, dit lieu de formation, et on devine tout de suite que derrière ce sujet de mise en capacité ou sur des compétences numériques de base, il y a des enjeux budgétaires importants. Et puis aussi, c'est jamais facile d'aller chercher des publics qui ont besoin de se former, parce que le plus souvent, ils n'ont pas les bons réflexes, ils n'ont pas l'information, et souvent, ils ont des peurs, en plus, qui viennent s'adosser à ce manque d'information, qui font qu'ils ne vont pas naturellement aller chercher les formations. Voilà. Et puis la troisième équation, c'est les gens exclus, donc les publics très seniors et les publics très fragiles socialement ou des publics en situation de handicap. Et là, c'est une nouvelle mission pour ce qu'on appelle le monde social, le monde de l'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'en Europe, ce monde de l'accompagnement, et je pense à la Belgique ou à la France en particulier, il y a ces réseaux, mais c'est un métier nouveau qui nécessite des moyens complémentaires, qui nécessite des formations complémentaires. Ce qu'on voit très souvent, c'est que ces organismes sociaux ne sont pas équipés. Ils ont des professionnels qui ne sont souvent pas non plus des champions du numérique, et que la mise en place de tout ça nécessite une structuration, voilà, du développement de compétences, de l'investissement aussi dans du matériel, et que tout ça ne se fera pas rapidement sans mobilisation forte des services publics. Donc c'est dans ce contexte qu'intervient la création de WeTakeCare, avec ce que vous voyez, du coup, un premier temps, on va dire, d'incompréhension, puis ensuite, on va dire, en France, à partir de 2017-2018, de décollage, avec du coup une première version d'un WeTakeCare qui a grandi ou qui a été issu de travaux qu'on avait menés dans des associations de lutte contre l'exclusion. Donc, on a fait WeTakeCare était une structure qui faisait des études. On avait un média. Et puis, assez tôt, on s'est lancé dans le développement de contenu pédagogique. Voilà, qu'on souhaitait, donc contenu pédagogique, pardon, pour l'acquisition des compétences numériques de base, qu'on a rapidement mis dans une plateforme qui s'appelle en France Les Bons Clics et ailleurs 1, 2, 3 Digit, voilà, qui devait permettre à des gens, des acteurs sociaux, des bénévoles, des gens dans les familles qui veulent aider, on va dire, des personnes en difficulté sur le numérique,
à les faire travailler sur l'acquisition des compétences numériques de base. Voilà. Et puis est arrivé, on va dire, un booster incroyable, ou en tout cas un danger numérique important, si je le présente de façon plus négative, la crise sanitaire, où quelque part on s'est tous retrouvés confinés, et du coup l'accessibilité aux services ou même l'accompagnement tout court ne pouvait plus se faire autrement que par le numérique. Et là, un sujet qui était émergent, qui était un sujet encore à l'étude, voilà, a pris corps avec un besoin très important. Je pense à l'école. On s'est rendu compte que les familles fragiles n'avaient pas les équipements, ou pour accéder à des services publics, notamment je pense en France, qui a une dématérialisation des services publics, on va dire, plus franche et plus précoce, notamment qu'en Belgique. Voilà, il y a des millions de Français qui se sont trouvés dans des difficultés, voilà, pour pouvoir accéder à leurs droits, pour que des familles à l'école puissent se déplacer, avoir de l'information. Et tout ça a permis la structuration d'un Whittaker V2, où quelque part cette plateforme qu'on avait créée et cette activité de sensibilisation, mais aussi de conseil, et je reviendrai dessus, voilà, était assez centrale, où quelque part est émergée une urgence, et un Whittaker qui a développé une plateforme, voilà, qui a pour objectif de relier, d'offrir tous les moyens au monde social, et de dialoguer en ligne, et d'ailleurs de les faire dialoguer en ligne, voilà, avec une liste de contenus sur les compétences numériques de base, mais aussi des contenus pédagogiques pour faire travailler les citoyens qui en avaient besoin sur l'accessibilité aux services essentiels, services de banque, services de l'État, services de soins, etc., etc. Olivier, si tu veux bien enchaîner avec le slide suivant. Voilà. Donc, dans ce contexte, comment est-ce que Whittaker s'est développé? D'abord, en faisant des projets au service de grands opérateurs. Donc, on travaille notamment sur un projet européen qui est entre la France et la Belgique, qui vise à développer des réseaux d'aidants. Et quelque part, au-delà de cette mission de faire du numérique une compétence pour tous, notre mission au quotidien, c'est de créer des réseaux d'aidants et de mettre en capacité de nouvelles personnes, professionnels du monde social, médiateurs numériques, ou beaucoup de bénévoles, ou même des gens, des proches dans les familles, voilà, de les mettre en capacité d'agir en hyper proximité, et puis avec la flexibilité qu'on peut imaginer. Voilà, on est sur des formations courtes, hein, l'acquisition de compétences numériques de base, c'est des parcours qui vont en général entre 10 et 40 heures, voilà, qu'il faut faire de manière progressive, et il faut à la fois beaucoup de flexibilité et de proximité. Voilà, donc on a commencé à travailler donc, avec des soutiens européens sur des projets de développement de réseaux d'aidants sur le territoire franco-belge. On a travaillé avec le ministère en France des Affaires sociales et de la solidarité, voilà, pour démultiplier les capacités de tout le monde social à agir sur l'acquisition des compétences numériques de base. Voilà. Et puis, on a mené beaucoup, j'ai presque envie de dire, on a été contraint, mais c'est un peu la réalité, de créer une équipe de consultants, voilà, qui venaient de grands cabinets de conseil, voilà, et qui ont rejoint Whittaker, on va dire, persuadés qu'il y avait un sens important dans cette mission, d'ailleurs souvent en faisant des efforts financiers importants pour nous rejoindre. Et on est venu aider des grands opérateurs de services essentiels, beaucoup d'ailleurs des services publics, mais aussi un centre de services privés, et des collectivités territoriales. Alors les opérateurs, c'est les aider à bâtir des stratégies digitales inclusives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, délivrer un service qui soit suffisamment simple, avec une ergonomie adaptée, avec un vocabulaire adapté. Et puis ensuite, former leur réseau à accompagner les publics ou à développer des parcours particuliers pour les publics fragiles, qui commençaient d'ailleurs par identifier au sein de leurs clients, de leurs bénéficiaires, qui sont des publics fragiles. Et puis ensuite, construire des parcours existants quand il y en a chez ces opérateurs, soit en les mettant en lien avec des réseaux spécialisés du monde social ou du monde de la médiation numérique, voilà, qu'on mettait en lien et qui prenaient soin de former leur public, soit sur les compétences numériques de base, soit sur le développement de leurs services.
Voilà, donc on a fait, et on a aussi beaucoup travaillé avec des collectivités, des départements, beaucoup de grandes villes. Voilà, on a travaillé en Belgique avec le gouvernement wallon, avec la ville de Paris, Bordeaux, Strasbourg, Lille, et puis aussi des départements en France, aussi beaucoup de territoires ruraux, voilà, à structurer une offre d'inclusion numérique de proximité en sollicitant les acteurs sociaux du territoire et en les mettant en capacité d'agir. Voilà. Et puis, en parallèle de ça, on a aussi fait beaucoup de sensibilisation auprès d'acteurs institutionnels, voilà, des conférences, des études. Voilà, vous avez quelques exemples. On a même formé des auditeurs en France de la Cour des comptes. Voilà, ce sont les auditeurs qui certifient la bonne qualité des services publics. Voilà, ils nous ont demandé de les sensibiliser pour pouvoir valider, on va dire, les stratégies digitales des grands opérateurs sociaux, puis un certain nombre d'événements qui nous ont permis voilà, de toucher notamment le monde des élus, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau territorial. Olivier, si on peut passer Oui, tout à fait. Et j'en profite pour vous dire qu'on a atteint la moitié de la partie déjà. Donc, voilà. Voilà, on va passer encore, comme si, avec le petit avertissement que tu m'as donné. Alors, quelques mots pour que vous compreniez bien ce qu'est cette plateforme qui est le cœur de l'activité de WeTakeCare. Donc, il s'agit d'une plateforme d'abord totalement gratuite, hein, accessible en ligne. Alors, on peut commencer à naviguer sur cette plateforme sans inscription. Et puis, pour des problématiques que vous pouvez imaginer de gestion de communauté, de lien avec l'utilisateur, il faut ensuite s'inscrire pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des contenus et participer aux différentes supports ou animations que l'on peut faire. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme à destination des aidants, dans lequel vous avez des contenus interactifs, voilà, qui mettent les gens en situation pour agir, et puis au sein duquel on va aussi trouver un diagnostic de compétences numériques, voilà, qui permet vraiment en 1 à 2 minutes, voilà, de valider la compétence, le niveau d'une personne, et ensuite de lui suggérer des parcours d'accompagnement adaptés. Et enfin, il y a une cartographie de l'ensemble des acteurs du territoire. Voilà, du coup, ce qui permet à des acteurs sociaux ou à des opérateurs, des collectivités territoriales, ou même à des citoyens qui se connectent, voilà, d'identifier tous les lieux et de comprendre les offres qu'ils peuvent trouver dans leur proximité. Quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, c'est les bons clics en France et même d'ailleurs en Belgique, regroupe vraiment de loin le plus gros réseau d'inclusion numérique. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a de 13 000 structures d'accompagnement, mais au sens très large du terme. On a par exemple beaucoup de mairies, notamment dans les territoires ruraux, qui sont le point d'interaction entre un citoyen et les services publics. On peut avoir des agences de services de l'emploi, des agences des allocations familiales. Et évidemment, on a tout le réseau associatif, que ce soit les grands réseaux de la lutte contre l'exclusion, que des petites associations qui font de la solidarité ou du soutien dans les quartiers. Voilà. Et puis, il y a aussi beaucoup de bibliothèques. Donc, voilà, une très grande variété d'acteurs, voilà, qui aident au quotidien sur le 360 degrés de la vie des gens. Et comme le numérique est présent partout, voilà, certains vont faire du soutien budgétaire, et on sait que le monde bancaire aujourd'hui a dématérialisé sa nation. Il y en a d'autres qui vont travailler sur la mobilité, c'est pareil, la mobilité, l'accès de mobilité se dématérialise. Et puis d'autres qui vont travailler plus classiquement sur de l'accès au droit, et on va leur amener de l'information et des ressources pour que les personnes puissent être connectées, accéder aux services publics qui passent de plus en plus par des interfaces dématérialisées. Voilà, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 aidants qui utilisent cette plateforme en France et en Belgique. Et on a des acquisitions extrêmement importantes. Voilà, il y a 450, je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les chiffres, c'est plus 600 ou 700 aidants qui, chaque semaine, nous font une demande de compte et rejoignent la plateforme, qui devient vraiment le booster d'une stratégie d'inclusion numérique dans un pays. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on était en Belgique. C'est la Fondation Rebaudin qui est venue nous chercher et qui avait diagnostiqué qu'un centre de ressources pédagogiques, voilà, bien déployé, était probablement la meilleure façon d'accélérer
les capacités d'accompagnement numérique massivement, en proximité, avec tous les acteurs sociaux ou tous les acteurs de l'accompagnement existants. Voilà, très rapidement, donc, pour rappel, 2016 en France, 2019 en Belgique, et puis voilà, l'objectif, on travaille aujourd'hui sur un déploiement en Suisse et sur des territoires, on va dire, francophones africains. Du coup, Olivier, si tu peux passer. Voilà. Dans les choses qui évoluent aussi au sein de cette plateforme, c'est que, en fait, on a développé au travers des missions de conseil dans les territoires beaucoup de bonnes pratiques pour aider des acteurs à se lancer, c'est-à-dire combien ça coûte, quelles ressources je fais, comment je crée mon centre de ressources pédagogiques, comment j'organise ma communication, comment je peux financer mon projet. Voilà. Et on a développé aussi beaucoup de méthodologies pour des collectivités territoriales qui veulent se lancer, c'est-à-dire comment je mobilise un réseau social sur l'inclusion numérique, comment je les forme, comment j'anime, qu'est-ce que je ferai comme gouvernance. Voilà, donc tout ça ce sont des pratiques qui ont été développées dans des relations one-to-one dans le cadre de contrats de service. Et en fait, on met progressivement tout ça en ligne sous forme de template et on fait de l'animation de communauté de telle sorte qu'aujourd'hui, on est capable de non pas adresser un réseau d'aidants, mais l'ensemble des acteurs, petits ou gros, qui veulent agir sur l'inclusion numérique. Voilà, ils vont aller sur la plateforme, ils vont trouver des ressources et on va faire de l'animation, des webinars, de développer des contenus, développer des articles et être capable, de les sensibiliser, donc de leur donner envie, de leur expliquer comment ils vont faire et ensuite de leur donner des ressources, voilà, pour qu'ils puissent concrètement agir. Et c'est la même chose avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on a commencé évidemment avec les grosses collectivités qui avaient les moyens de se payer des consultants. Et en fait, progressivement, il y a des communes donc on a commencé avec Paris, voilà. Et puis progressivement avec des communes de 100 000, puis de 50 000. Et puis on a eu des communes de 1000, 2000 habitants qui nous ont appelés en disant moi, je veux agir auprès de mes concitoyens, comment je peux faire? Et donc aujourd'hui, on met toutes ces bonnes pratiques en ligne et on fait de l'animation et de la formation 100% digital et ça fonctionne extrêmement bien, ce qui nous permet du coup de mettre en capacité des chefs de projet, soit à l'échelle de collectivités, soit à l'échelle d'acteurs, voilà, au travers de cette plateforme et d'animation de communauté, comme je disais, qui se fait énormément au travers de webinars. On est devenu un énorme producteur de contenu, voilà, en ligne, jusqu'à des articles thématiques sur les nouveaux sujets qui arrivent sur l'inclusion numérique. Voilà, l'exemple de la e-santé avec notamment la télémédecine est devenu quelque chose d'évident sur lequel il faut effectivement accompagner les usages, y compris évidemment pour les publics les plus fragiles, pour minimiser les mécanismes de double peine. Il est 13h54. Je ne vais pas revenir du coup sur nos 3 métiers. Vous avez bien compris qu'on a une plateforme, qu'on fait du conseil et qu'on produit des études et beaucoup d'articles. Voilà, que notre mission, c'est effectivement de relier un écosystème extrêmement vaste qui va évidemment des politiques publiques, donc de l'État, des collectivités territoriales, et ensuite des opérateurs qui dématérialisent et les relier aux acteurs sociaux qui peuvent ou qui essaient d'aider, on va dire, à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent garder l'usage de services, ne soit pas exclu, et deuxièmement, puissent aussi devenir et bénéficier des services du numérique qui peuvent améliorer son quotidien. Du coup, ce que je vous propose, c'est que dans les 5 minutes qui nous restent, on soit plus dans un mode de questions-réponses. Voilà, on développe aussi de plus en plus voilà, des stratégies de R&D avec des universités. On a de plus en plus de data qui nous permet aussi, il y a des centaines de milliers de Français, de Belges qui utilisent aujourd'hui cette plateforme ou qui ont utilisé cette plateforme. Et du coup, effectivement, ça nous permet aujourd'hui d'amener de la data qui concrètement permet d'optimiser les stratégies d'inclusion numérique. Peut-être un dernier mot sur l'équipe. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine de salariés accompagnés de grands mécènes, voilà, qui viennent nous soutenir dans le développement de nos produits, dans les missions de conseil. Donc ces grands mécènes, ça peut être
des acteurs comme Capgemini, voilà, qui nous aident au développement de nos plateformes, qui nous aident aussi dans la structuration de nos missions de conseil. Voilà, je pense à des acteurs aussi comme Google et beaucoup ensuite de fondations qui nous aident au développement de cette activité, puisque si nos activités de conseil, évidemment, ont un modèle économique assez évident, le développement de cette plateforme, eux, repose sur un modèle 100% de solidarité, puisqu'on souhaite évidemment que cette plateforme puisse être durablement gratuite. Voilà, Olivier, j'en ai fini. Je ne sais pas si on est bien dans le timing. Tout à fait, merci beaucoup. Il y a, je pense que tout le monde était vraiment à l'écoute parce que j'ai vu passer peu de questions. En fait, c'était aussi la difficulté de réussir à faire passer autant de messages, d'autant plus qu'on n'avait pas fait d'introduction avant sur le sujet de l'inclusion. Donc, tu l'as extrêmement bien euh, pas résumé parce que malheureusement, on ne réussit pas à couvrir toute cette difficulté. C'est vraiment un très grand sujet. Je pense qu'on pourrait passer des heures sur ce sujet-là. Il y a une question qui est arrivée dans le chat qui est le lien quelque part entre le sujet global de la matinée et d'une partie de l'après-midi sur les aspects environnementaux du numérique. Véronique nous demande est-ce que vous avez des liens vers des vidéos en ligne qui expliquent le fonctionnement du web et d'Internet, mais dans le sens utilisation des ressources pour que, quelque part, les personnes qui apprennent à utiliser Internet réalisent aussi les impacts potentiels. Alors évidemment, je doute que ça veut dire se poser des questions. Il faut attirer les gens vers le digital et en même temps, dans ce cas-là, ne pas les effrayer trop et qu'ils ne veuillent pas réduire trop leur empreinte puisqu'ils sont trop loin en fait du digital. Voilà, on est face à des gens qui ont peu ou pas d'usage. Donc, on reste encore dans des consommateurs numériques très raisonnables. Mm. Voilà. Ceci étant dit, on a ces projets-là, effectivement, d'amener, on va dire, une espèce de consommation responsable. C'est effectivement à la fois dans les volumes et dans la qualité aussi des services qu'on utilise. Donc, les projets émergent et d'ailleurs, dans les politiques publiques, on voit des financements Mhm. arriver pour le développement de contenu qui vise à faire une bonne éducation, une éducation durable de ces nouveaux utilisateurs du numérique, de telle sorte qu'ils ne se laissent pas entraîner dans leur fragilité vers des mauvais usages ou des mauvais services, tout simplement. Ouais. Et puis, quelque part, probablement aussi à travers le fait d'accompagner les services publics dans le fait d'être accessible, etc. Ça fait partie de tout un ensemble de considérations. Et là-dedans, je suppose qu'il y aurait moyen aussi d'intégrer les autres pratiques de numérique responsable de façon de développer les sites web, etc., qui contiennent l'accessibilité, l'inclusivité et ce côté meilleure gestion des ressources informatiques qu'on utilise et donc des ressources naturelles qu'on utilise. Effectivement, comme Véronique le mentionne, ce serait un apprentissage probablement utile aussi pour les aidants qui probablement sont des plus grands utilisateurs déjà des services digitaux que les personnes que vous aidez. Très bien, mais on est juste à temps. Je ne sais pas, Jean, si tu voulais encore faire passer un message clé avant que je passe à notre... Non, ce qui veut faire passer un message, c'est avec ces plateformes et avec ce qu'on a développé, c'est qu'on se rend compte que devenir un aidant numérique, d'abord, c'est pas si compliqué. Et que du coup, c'est presque, j'aurais presque envie de dire, c'est réfléchissez au bénévolat et au développement du bénévolat sur le numérique. En fait, dans le fond, quand vous êtes autonome sur le numérique, les temps de formation des aidants sont extrêmement courts. Voilà, et c'est un bénévolat qui est extrêmement gratifiant, Mhm. puisqu'en souvent en quelques minutes, déjà vous pouvez sortir des gens de situations difficiles, et ça génère un dialogue et des satisfactions extrêmement rapides, et le gain de cette autonomie, de ce premier niveau d'autonomie pour les personnes en fragilité est énorme. Voilà, donc tout ça pour dire que voilà, devenir aidant numérique est probablement quelque chose qui n'est pas si compliqué et qui est voilà, ce bénévolat est probablement une voie et une clé pour pouvoir massifier l'accompagnement du plus grand nombre assez vite. Voilà. Merci beaucoup, Jean. J'espère que le message a été bien capté. Je suis certain qu'il y aura des nouvelles personnes qui auront envie de vous rejoindre. On ne se rend pas toujours compte de la complexité pour toute une frange de la population d'accéder à tous ces services que la plupart d'entre nous développons justement dans nos métiers. Et donc, un grand merci d'avoir partagé toutes ces informations. Je vais rapidement vous repartager mon écran pour vous montrer le planning. Ça, c'est pas le bon slide. Hop. Voilà, celui-ci sera mieux. Donc, voilà, nous venons de terminer avec Jean. Euh,
I'm going to disconnect very quickly to go to welcome Tanguy in a second, and we will start the next session with Tanguy Detro in a few seconds. See you. Don't disconnect. We'll be back.